Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Bienvenue à Mythes et complots. Aujourd'hui, attention, avertissement général, il y aura un extrait qui sera peut-être difficile pour certaines personnes à entendre. Entre maintenant et 15 heures, on aura un extrait, Christian, d'un véritable exorcisme. Exact. Parce que notre sujet du jour, c'est la possession dans toutes ses formes, mais surtout possession diabolique et l'exorcisme. Est-ce qu'on doit croire à ces possessions démoniaques? Donc, ce sera notre thématique du jour. On aura quelques cas, mais un cas en particulier, probablement le plus documenté de l'histoire. Ça se passe dans les années 70 en Allemagne. On y reviendra, celui de Anneliese Michel. Voilà. Et ce qui est particulier par rapport à ça aussi, question de teaser un peu les gens, on aura un médecin qui va nous donner son point de vue par rapport au cas de l'exorcisme d'Anneliese Michel. D'ailleurs, c'est un médecin à l'Université du Québec à Trois-Rivières, le docteur Régis Ollery, professeur en anatomie. Et il s'est beaucoup intéressé à ce phénomène de la possession diabolique d'un point de vue, bien sûr, médical et sur les aspects cliniques de ce phénomène de la possession diabolique. Donc, il sera avec nous dans le courant de l'après-midi. Alors, possession diabolique, est-ce que vous croyez à la possession démoniaque? On va vous parler probablement dans les prochaines minutes et je donnerai les numéros de téléphone avant la pause. Mais commençons, Christian, avec la possession dans la culture. Oui, parce que c'est un phénomène, quand on parle de la possession, bien sûr, ce qui nous vient immédiatement à l'esprit, c'est ce phénomène de la possession démoniaque, diabolique, parce que c'est celle qui nous a été entretenue par le cinéma et la littérature. Mais en fait, sur le plan anthropologique, bien grand mot, mais bon, dans les sociétés et cultures, les phénomènes de la possession, c'est un phénomène, disons, magico-religieux qu'on retrouve dans à peu près 70% des groupes qui ont des mécanismes de religion. Par exemple, si on regarde chez des, entre guillemets, encore là, chez des groupes, disons, plus primitifs, il y a toujours ce culte de l'ancêtre. Hein? Bon, comme chez les chamans, par exemple, on consommait des champignons, on fumait des herbes, et tout ça nous mettait dans des espèces d'états euphoriques, des états qu'on pourrait appeler des états voisins là, de la conscience, des états de conscience altérée. Drogués, et bref, ça faisait croire aux autres, hey, qu'on faisait une espèce diable. Mais pas le diable. Hein? Faut s'entendre que dans les cultures, le diable, de la culture. Ouais, c'est ça. Donc, la figure du diable, elle est omniprésente dans les cultures judéo-chrétiennes. Ouais. Mais dans d'autres sociétés, c'est pas aussi tranché que ça. Donc, dans le culte des ancêtres, par exemple, les chamans, lors de ces fameux voyages dans des états modifiés de conscience, disaient, on rencontre les ancêtres. Parfois, les ancêtres prenaient possession de leur corps. Et donc, il y avait ce phénomène de la possession qu'on retrouve dans ces minorités, ces petits groupes religieux plus ou moins primitifs. On le retrouve également dans les Antilles. Moi, j'y suis allé à plusieurs reprises. J'ai fait des reportages, notamment sur les zombies. On en a parlé la semaine dernière. Donc, j'ai côtoyé ces gens-là. En fait, il y a deux grandes religions chez les groupes qui vivent dans les Antilles. En fait, la plupart sont des groupes qui sont nés de la période de l'esclavage, donc des populations noires qui ont amené avec eux leur culte religieux et qui se sont finalement mixés avec ces cultes religieux, se sont mixés avec des cultes judéo-chrétiens pour donner un ensemble de rituels magico-religieux assez étonnants. Donc, on retrouve particulièrement les deux grandes religions qu'on retrouve notamment, ce sont le Santeria et le Vaudou, bien sûr, dans l'île d'Haïti. Le Santeria, on le retrouve plus dans les communautés, disons, hispanophones ou dans le sud des Antilles. Et ce culte du Santeria ou du Vaudou, bien sûr, ils ont des mécanismes de possession. Donc, les gens, lors d'un rituel, par exemple, vont entrer en transe et au moment où ils sont en transe, ils sont possédés par des esprits pour utiliser un langage ésotérique qu'on connaît bien. On dirait que ces gens-là sont possédés par des esprits du bas astral. Hein? Ça ferait plaisir aux ésotéristes, le bas astral. Mais dans le vaudou, par exemple, les gens disent, lorsque je suis en transe, je suis chevauché par un loas. Mais donc, lorsqu'ils sont en transe, ils sont drogués. Bah, c'est-à-dire que drogués ou dans un état modifié de conscience, et ça peut être, cet état modifié de conscience, il peut être introduit par de la drogue, il peut être aussi introduit par de la danse, hein, le bruit des percussions, parce qu'on joue du tam-tam, on
joue des instruments. Ce bruit-là un peu assourdissant qui revient, les chants, les danses, etc. vont créer ces états modifiés de conscience, presque de l'hypnose finalement, comme de l'auto-hypnose. Ces gens-là entrent en transe et ils sont possédés. Si vous êtes un adepte du vaudou, vous serez possédé par un loas. Si vous êtes un adepte du santeria, vous serez possédé par un orishas. Ce sont de ces esprits du bas astral. C'est assez amusant parce que ces possessions-là deviennent un peu des mécanismes d'échappatoire. C'est-à-dire que quand on est possédé par un loas, vous n'êtes pas responsable de ce que vous dites ou ce que vous faites. Alors, si votre patron est dans la salle, puis vous voulez lui dire que c'est un mauvais patron, puis vous voulez une augmentation de salaire, vous dites « Ah, je suis possédé par un loas et je te dis ceci. » Donc, on voit cette culture-là va le justifier. Donc, on est ici en présence d'un mécanisme de possession. Mais bien sûr, pour les Occidentaux, dès qu'on parle du mot possession, ce qui nous vient en tête, c'est la possession diabolique, et principalement à cause de ce petit extrait qu'on va faire entendre et qui a peut-être lancé, ou en tout cas qui a ravivé l'intérêt pour la possession démoniaque en Amérique du Nord. Y a-t-il quelqu'un en toi? Donc, c'est un extrait de L'Exorciste. Ben voilà, le film L'Exorciste. En fait, on parlait du phénomène de la possession diabolique, mais on en parlait un peu à couvert. Et puis, ce 26 décembre 1973, écoute, c'est un peu du marketing. Hein? Le 26 décembre 1973, aux États-Unis, alors que les gens sont encore dans l'ambiance de Noël, alors qu'on a des sapins de Noël à la maison avec des petits anges au sommet du sapin, la petite crèche sous le sapin, voilà qu'au cinéma, on va présenter ce film basé sur un roman de William Peter Blatty, L'Exorciste, Peter Blatty d'ailleurs, qui a également signé le scénario du film L'Exorciste. Donc ce film va nous présenter le diable comme on l'a jamais vu encore au cinéma. Et non seulement il va nous présenter le diable comme on l'a jamais vu, mais dans des entrevues, au moment où on prépare le film a été réalisé par William Friedkin, au moment où on tourne les images de L'Exorciste, Peter Blatty va raconter à des journalistes que cette histoire-là, il l'a inventée, bien sûr, c'est une œuvre de fiction, mais il s'est inspiré, et là, ça surprend les gens, parce qu'on a l'impression que l'exorcisme, la possession, tout ça, c'est quelque chose d'excessivement secret, ou c'est quelque chose qui nous ramène au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Et là, Blatty de dire, vous savez, cette histoire de l'exorcisme, je l'ai pas entièrement inventée. J'étais au collège à Georgetown, en banlieue de Washington, D.C. C'était un collège où il y avait des prêtres jésuites, et l'un des prêtres m'a raconté qu'il avait participé ou qu'il avait connu un de ses amis qui avait participé à un véritable exorcisme qui s'était produit en 1949, non pas en Afrique, non pas dans un pays sous-développé, non pas au Moyen-Âge, mais en 1949 en banlieue de Washington, D.C. Alors là, évidemment, ça surprend. Et ce qu'on va découvrir éventuellement, c'est que cette histoire-là, évidemment, on donnera pas le véritable nom. Au départ, les fuites vont... Tu sais, le mécanisme de la fuite, quand on a commencé à avoir une fuite, ça devient rapidement une hémorragie qu'on n'est plus capable d'endiguer. Oui. Et c'est un peu ce qui se passe avec ça. Et c'est l'affaire Unkeller. En fait, aujourd'hui, on connaît le nom de ce possédé, Ronald Unkeller. Donc, on est en 1949, début 1949, dans la banlieue de Washington, D.C. On a une famille de luthériens, donc un groupe religieux, oui. Et ces gens-là commencent autour d'un adolescent de 14 ans, Ronald Unkeller. Il y a des phénomènes mystérieux qui vont commencer à se produire, et parce que on sait que le temps file, puis on a beaucoup de choses à dire dans cette émission, mais rapidement, disons que cette histoire va se devenir de plus en plus grosse, de plus en plus d'événements vont se produire dans l'entourage de ce Ronald Unkeller. Finalement, la famille vont quitter la banlieue de Washington pour se rendre à Saint-Louis, au Missouri, et c'est dans l'hôpital des frères Alexian qu'il va y avoir ce rituel de l'exorcisme où on va tenter de libérer ce Ronald Unkeller que l'on croit être possédé du démon. Et t'es allé enquêter sur place. Voilà, je suis allé enquêter sur place. J'ai même eu la chance de parler pendant quelques minutes à Ronald Unkeller qui, aux dernières nouvelles, était toujours vivant. Moi, je lui ai parlé il y a 2 ou 3 ans, pendant quelques minutes. Il vit toujours en banlieue de Washington, D.C. Et donc, ce phénomène de 1949 impliquait plusieurs prêtres et il a été documenté. On avait une sorte de journal de l'exorcisme dans lequel les prêtres officiants racontaient au jour le jour les événements entourant les rituels. Et bien sûr, c'était contresigné par tous les prêtres présents.
quelques phénomènes mystérieux, étranges se sont produits apparemment. Le lit qui sautillait dans l'air. Évidemment, il n'y avait pas de tête qui tournait à l'envers, puis on vomissait pas de la soupe aux pois. Là. On comprend que dans le film L'Exorcisme, tout ça est de la fiction. Mais il y avait des phénomènes plus ou moins étranges qui se produisaient dans l'entourage de ce jeune Unkeler. Et finalement, aux alentours de la fête de Pâques de 1949, alors on était dans un rituel à l'hôpital des Frères Alexian, il y a eu une sorte de détonation, une sorte de coup de tonnerre, et les manifestations se sont arrêtées. Et depuis, Ronald Unkeler n'a jamais été à nouveau repossédé par cet esprit. C'est cette histoire-là, finalement, qui a alimenté que les jésuites ont parlé entre eux, ceux qui ont été de près ou de loin liés à ça, qui ont connu des gens qui étaient impliqués dans cette histoire, qui finalement va arriver aux oreilles de William Peter Blatty et qui va l'utiliser pour faire le canevas de son roman L'Exorcisme. Parfait. Et dans un instant, on va s'attarder sur Anneliese Michel, probablement un des cas les plus documentés en matière d'exorcisme. Oui. Ça se passe en Allemagne dans les années 70. Famille de croyants extrémistes. Des bigots, comme on pourrait dire. Son histoire, après ceci, vous écoutez Mythes et Complots. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Ma réputation n'a aucune importance. Ce qui est important pour moi, c'est de raconter l'histoire d'Emily Rose. L'esprit erre à la recherche du gardien des portes, du protecteur, pour qu'enfin soit apaisée la colère des âmes torturées qui jamais n'entreront au paradis. L'archange porteur de l'épée de feu, la croix céleste brandie comme bouclier, marche sans peur et repousse l'enfer dans sa tanière. Vous savez combien vous pouvez prendre pour ça? Les gens doivent entendre mon témoignage. C'est-à-dire? Ce qui est vraiment arrivé à Emily et pourquoi. Alors, c'est un extrait de L'Exorcisme d'Emily Rose. Oui, et effectivement, probablement que ça sonne une cloche à plusieurs auditeurs. Ce film, qui est sorti il y a quelques années maintenant, L'Exorcisme d'Emily Rose, était basé sur une histoire vraie. Et c'est de cette histoire qu'on va parler aujourd'hui parce qu'elle a énormément d'implications lorsque l'on essaie de comprendre ce mécanisme de la possession diabolique. Et c'est probablement le cas de possession diabolique qui a été le mieux documenté de façon clinique. Et on va comprendre pourquoi ça a été documenté de cette façon-là. Parce qu'il faut bien comprendre que pour l'Église, la possession diabolique, l'Église catholique, bien sûr, ou les religions dérivées du catholicisme, l'exorcisme et la possession sont des réalités. Donc, on peut être possédé et un prêtre officiant peut libérer de la possession. L'Église entend, elle, deux mécanismes de possession. Dans un premier temps, il y a un mécanisme qu'on dit être tourmenté par le diable. Tu n'es pas possédé par le diable, tu es tourmenté par le diable. Et quand tu es tourmenté par le diable, ça peut se traduire par plein de choses. Oui, Des pensées impures. Alors, dans ce cas, je suis très, très tourmenté par le diable. donc, des pensées impures, des gestes un peu que tu fais, des offenses que tu fais. Et là, tu es tourmenté par le diable. Tu as des idées, mais tu n'es pas possédé. Tu es encore toi, tu es encore Jeffrey, mais tu as des idées. Alors, tu en parles à ton confesseur, et si ton confesseur juge effectivement que tu es tourmenté par le diable... Donc, mesdames, messieurs, vendredi, samedi soir, vous êtes probablement tous tourmentés par le diable. Alors, si vous écoutez Bleu Nuit, encore plus. Mais si tu rencontres ton confesseur, évidemment, et il juge que tu es tourmenté par le diable, il va demander un petit exorcisme. Ça, n'importe quel prêtre peut faire ça. Le petit exorcisme, c'est un ensemble de prières qu'il va faire avec le fidèle dans l'espoir de le libérer de ses tourments. Mais lorsque soudainement la présence diabolique est plus importante, est plus envahissante, l'individu a l'impression qu'il n'est plus lui-même, qu'il agit sous la volonté de quelque chose d'autre. Alors là, on n'est plus dans le cas d'être tourmenté par le diable, on est possédé par le diable. Okay. Et quand on est possédé par le diable, toujours dans ce cadre de la religion judéo-chrétienne, et l'Église catholique va prescrire un grand exorcisme. Donc, on a le petit exorcisme des prières et le grand exorcisme. Le grand exorcisme, c'est un combat, hein. C'est le prêtre contre le diable. Quitte ce corps, toi, Satan et autres. Donc, oui. C'est vraiment ce combat. Et c'est de ce grand exorcisme que l'on va parler parce que le cas d'Anneliese Michel est peut-être le cas le mieux documenté et les gens vont découvrir pourquoi. D'abord, l'affaire se passe à Klagenburg-Onheim. On est en Bavière.
Et il faut comprendre un peu le contexte des années 50 et 60. Donc, c'est une petite ville qui aujourd'hui compte à peu près 6000 âmes. Annelise Michel, donc c'est l'aînée d'un groupe de 4 filles. En fait, on pourrait dire en fait, Annelise a 4 sœurs. Elle est l'aînée de 5, mais elle aurait dû être elle aurait dû être la deuxième d'un groupe de 6 parce que l'aînée est décédée. Elle a une sœur qui est décédée en bas âge. Donc, Annelise se retrouve donc l'aînée de ce groupe de 5 filles. Son père, Joseph Michel, bien sûr, et sa mère, Anna Néfourgue. Ce sont des... Faut pas se leurrer. Le mot là qui nous vient à l'esprit, ce sont des bigots. Ce sont des gens excessivement croyants. Chez les Michel, il n'y a que des bondieuseries. Les gens comprennent de quoi on parle. On entre l'expression picturale chez les Michel, c'est toujours des images de la Vierge, du petit Jésus, des statues de la Vierge. Il y en a partout. Ce sont vraiment des gens qui sont obsédés par cette religion. Tellement obsédés que, je te rappelle, on est en présence ici de 5 jeunes filles. Madame Michel est tellement obsédée par le mal et le péché qu'elle voit partout. Ces filles elle contrôle les vêtements de ces filles et ces filles ne peuvent même pas rendre visite. Elles peuvent pas avoir de date, là. Elles peuvent pas avoir de date et bien sûr, elles ne peuvent même pas aller voir des amis de filles qui ont des frères parce que dès qu'on se retrouve avec un garçon dans l'environnement des filles Michel, Madame Michel voit ça comme étant la porte ouverte au diable. Et même dans les années 70, avec le contexte, on peut parler ici d'extrémisme. Oui, absolument. On est vraiment dans un contexte ultra religieux. Donc, qui est cette jeune fille, cette Annelise Michel? Elle naît en 1952, en septembre 52. Elle est de santé fragile. Donc, lorsqu'elle est en bas âge, elle attrape à peu près toutes les maladies. Les oreillons, la rougeole, la rubéole, la scarlatine. Elle les a toutes. Okay. Et puis, il va se produire un événement lorsqu'elle est âgée de 16 ans. À un moment donné, elle est en classe et elle a une espèce de moment, mettons, un moment d'absence. Elle a l'impression que pendant un instant, elle n'est plus là. C'est vraiment très étrange. Elle en parle à sa mère de cet événement-là. Et Madame Michel décide d'aller consulter un médecin. On lui passe tous les examens, la batterie de tests nécessaires. On ne trouve rien, notamment des encéphalogrammes. Il n'y a absolument aucun marqueur. Rien. Mais le médecin conclut sur la foi des symptômes décrits par Annelise. On va conclure qu'il doit s'agir d'une forme d'épilepsie, mais tout à fait maligne. Et ça, c'est important pour l'histoire. Ouais. Donc, une forme très, très légère d'épilepsie. Et on va prescrire à Annelise de la dilantine, qui est un anticonvulsif. Donc, je rappelle, un état d'épilepsie, mais mineur, très, très faible. Parce qu'il n'y a aucun marqueur qui indique ça. Mais sur la foi de la description des symptômes, on conclut ça. Donc, on prescrit de la dilantine. Et là, Annelise continue sa démarche. Elle prend sa dilantine de manière quotidienne. Et puis, à partir de 20 ans, il y a soudainement des changements de comportement qui vont se produire. Annelise devient de plus en plus asociale. Elle fréquente l'université, mais elle est de plus en plus impliquée dans des sortes de croyances religieuses extrêmes. Elle va construire, elle va aménager dans sa propre chambre à l'université un petit hôtel dans lequel elle fait dévotion à la Vierge Marie. Okay. Elle refuse de manger, elle est colérique, et puis soudain, elle a une espèce de vision. Et là, évidemment, je résume beaucoup parce que c'est très complexe, cette histoire-là. Mais elle a une sorte de vision de démon grimaçant. Et puis voilà, à nouveau, une sorte de perte d'absence. Encore là, retour chez les médecins. Les médecins font encore une fois une batterie de tests. On ne trouve rien. On ne fait que supporter le diagnostic original. Donc, Annelise doit être atteinte d'une forme bénigne d'épilepsie. Alors, on va lui prescrire à nouveau des anticonvulsifs. C'est assez amusant parce que c'est le nouveau anticonvulsif qu'on lui prescrit. Il fonctionne un peu en opposition avec la dilantine. Donc, on est dans une situation un peu paradoxale. Mais néanmoins, elle prend ça. Mais de plus en plus pour la famille Michel, les choses commencent à se compliquer. Puisque les hommes en blanc, les médecins, ne semblent pas trouver le problème avec leur fille et que les conditions semblent se détériorer, la famille Michel et Annelise, bien sûr, qui écoute religieusement, entre guillemets, le discours de ses parents, décide de s'en remettre à la foi. Donc, elle se met à prier le Padre Pio, la Vierge Marie et tous les saints. Mais cette situation-là n'améliore pas son état. Elle continue à avoir ses impressions, ses visions de démons grimaçants. Elle a des comportements de plus en plus asociaux. Alors finalement, les parents décident de se tourner vers les hommes en noir.
On se rend donc à l'église, on va parler avec le confesseur, on raconte un peu la situation. Et là, évidemment, ces gens-là vont rencontrer la famille Michel, vont rencontrer Annelise. Et là, ils voient ses comportements, étudient un peu sa fiche des dernières années, son état psychologique. Et finalement, on en arrive à la conclusion qu'Annelise doit être possédée par le démon. Alors, on est à ce moment-là, en septembre 1975. Les prêtres font un rapport à l'évêque, Joseph Stengel, qui va autoriser le grand exorcisme, ce grand combat. Il va charger 2 prêtres, Arnold Renz et Ernst Alt, d'être les exorcistes. Et là, donc, pendant 10 mois, là, Annelise, son état s'est vraiment détérioré. Elle refuse de manger. Les seules choses, on a aménagé une chambre où va avoir lieu ce rituel de l'exorcisme. Elle ne mange plus que des insectes qu'elle trouve dans sa chambre. Elle boit, le seul liquide qu'elle boit, c'est de l'urine. Elle urine dans ses sous-vêtements qu'elle sort dans sa bouche. Et là, évidemment, on doit la contraindre. Elle est dans son lit. Les prêtres exorcistes mènent ce rituel, ce combat avec le diable. Et là, on va entendre un extrait. On est à peu près à 4 ou 5 mois de l'exorcisme. On va entendre pendant 1 minute. Vous allez entendre les voix derrière, ce sont les voix des prêtres qui récitent le rituel de l'exorcisme et la voix d'Annelise qui se dit possédée par 6 démons et qui vocifère à l'endroit des prêtres exorcistes. On écoute. No, je krijgt je genoeg daar, je trekt zo Met een zetje en een parado, met een doctrine zo. Ja. Alors là, c'est la voix d'Annelise. Ouais, donc cette voix gutturale qu'on entend vociférer contre les prêtres, c'est la voix d'Annelise. Là, il y a plein de questions, Christian, mais il faut qu'on fasse une pause. Oui. Et on va faire la suite de l'histoire d'Annelise dans les prochaines minutes. Comment ça se fait qu'elle parle comme ça? En quoi un exorcisme peut-il aider à sa condition de détérioration? Tout ça. Et on va s'adresser aussi à un médecin, le docteur Régis O'Leary, dans les prochaines minutes. Alors, croyez-vous à la possession diabolique à Mythes et Complots? On s'arrête tout de suite et on revient dans à peu près 3 minutes. Fantôme, apparition, possession. Christian Page nous explique l'inexplicable au réseau Cogeco. Et on parle d'exorcisme, on parle de possession diabolique. Est-ce que vous croyez à la possession diabolique? L'histoire de Annelise Michel en Allemagne, qui n'était pas terminée avant la pause, mais ce qui est particulier, c'est qu'on a entendu un véritable extrait d'exorcisme où on avait affaire à une voix, celle d'Annelise, très étonnante parce que impossible à reproduire, même avec plusieurs mois de pratique. Ouais, d'ailleurs, on va en parler de ça parce qu'il y a quand même, on l'a mentionné, l'exorcisme d'Annelise débute en septembre 1975 avec l'autorisation faite par l'évêque de Wisburg de procéder à ça. Donc, on a 2 prêtres exorcistes qui vont mener pendant à peu près 10 mois. Ils vont mener à peu près 72 séances d'exorcisme et ça s'achève le 1er juillet 1976. Pourquoi? Parce qu'au matin du 1er juillet 1976, on trouve le corps d'Annelise Michel, cette jeune femme, début de la vingtaine, et qui est décédée sur son lit. Elle est décédée, bien sûr, de déshydratation et évidemment d'épuisement. Elle refusait de manger, elle refusait de boire. Et donc, épuisement, déshydratation, elle décède. Et parce que il y a eu ce décès d'Annelise Michel, ça va contribuer à bien connaître l'histoire parce que le médecin légiste qui est appelé sur place pour signer le constat de décès refuse de le faire en voyant bien qu'on est en présence d'une mort qui est non naturelle. Et il y aura éventuellement des accusations qui seront portées contre la famille Michel et contre les prêtres exorcistes pour négligence criminelle. Ces gens-là n'ont pas voulu tuer Annelise Michel, mais ultimement, leurs gestes ont contribué à son décès. Ouais. Donc, il y aura, à partir de mars 1977, un procès où vont être dans le box des accusés les parents d'Annelise Michel et les 2 prêtres exorcistes. À l'issue de ce procès, les prêtres et les parents seront condamnés à des peines légères, peine qui correspond à peu près à leur temps de détention au moment du procès. Donc, ils sont, somme toute, libérés, mais les autorités allemandes ont bien voulu montrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Ce décès d'Annelise Michel a permis, ça a été une espèce de combat, un bras de fer. D'un côté, on avait les religieux
religieux, la famille Michel, qui étaient persuadés qu'ils avaient fait de leur mieux pour finalement libérer leur fille du trouble qui l'habitait. Et de l'autre côté, ces médecins qui, eux, disaient, écoutez, à notre avis, Anneliese Michel n'a jamais eu d'autre maladie que cette épilepsie bénigne et cet état aurait entraîné un état de psychose à cause du contexte ultra-religieux dans lequel elle aurait grandi et l'aurait amené finalement à croire qu'elle était possédée par des démons. On n'arrivera pas à trancher ouvertement dans le cadre du procès. La question reste en suspens parce qu'il y avait effectivement des choses assez étranges, notamment dans le cas des enregistrements. Et ça ne nous oblige pas à accepter le diable ou à faire appel au surnaturel. Mais dans le cas d'Anneliese Michel, il y avait, par exemple, des doubles voix. Donc, lorsqu'elle parlait, on a entendu cette voix gutturale, qu'on entendait, ces espèces de jappements. Et parfois, on entendait la voix d'Anneliese qui parlait avec sa petite voix féminine au prêtre. Alors, c'est un peu la grande question qu'on se pose. Est-ce qu'il est possible qu'un état d'épilepsie ait pu entraîner des comportements extrêmes comme ceux d'Anneliese Michel, et qui de mieux pour répondre à cette question qu'un médecin? Et je suis très heureux, Jeffrey, d'avoir en ligne un bon ami à moi. C'est le docteur Régis Solery. Il est professeur d'anatomie à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et qui plus est, comme médecin, il s'est beaucoup intéressé à ces phénomènes de possession diabolique et en particulier à l'exorcisme d'Anneliese Michel. Régis Solery, bienvenue. Bonjour à vous tous. Alors, la question, parce que c'est toujours un peu le débat lorsqu'on parle de l'affaire Anneliese Michel, c'est un peu aussi ce que l'on voit dans le film L'exorcisme d'Émilie Rose. Est-ce qu'il est possible qu'un état pathologique, comme par exemple l'épilepsie, ait pu entraîner une psychose comme celle d'Anneliese Michel? Comme tu disais, c'est une question qui n'est pas résolue du tout, qui à mon avis ne le sera jamais, puisque la personne maintenant n'est plus observable cliniquement. Ce qui est dérangeant dans les explications ou dans les tentatives d'explication médicale, c'est le fait que l'épilepsie est une maladie neurologique et non pas psychiatrique, alors que la psychose est une maladie psychiatrique et non pas neurologique. Mm-hmm. Donc, le fait d'être épileptique n'est pas un facteur de risque pour devenir psychotique. C'est pas un facteur protecteur, mais c'est pas un facteur de risque non plus. Alors, Anneliese Michel était-elle possédée par le diable? Ce qu'il y a de sûr, évidemment, la question peut faire sourire les gens. On peut croire à cela ou ne pas croire à cela. On n'aura pas la réponse. Simplement, ce que je pense d'avoir observé, comme tu le dis, ça fait quand même une couple d'années que je lis à peu près tout ce qui sort à ce sujet-là. Et ce qui semble, du moins, c'est qu'elle a été atteinte d'un problème de santé qui n'est pas étiqueté encore à l'heure actuelle. Alors, on peut appeler ça une possession si on veut. Ça relève de la nosologie, mais moi je ne crois pas, contrairement à ce qu'ont affirmé certains médecins, comme Serge Lüthi, qui était le neurologue, le premier neurologue consulté. Oui. Y a des signes qui évoquent clairement que ce n'est pas de l'épilepsie grand mal. Par exemple, quand elle décrit ce qui lui arrive, elle dit qu'elle sent perdre ses urines. Or, pendant une crise d'épilepsie, quand il y a perte des urines, il n'y a pas conscience du tout. Donc, quand elle dit qu'elle se sent mouiller ses vêtements, ce n'est pas une épilepsie. Ça ne veut pas dire que c'est le diable, on s'entend. Oui. Mais ce n'est pas une épilepsie. Ou alors, il faut considérer que l'épilepsie peut présenter des formes qui ne sont pas encore décrites, etc. Par contre, l'aspect psychotique apparaît beaucoup plus probable. Pour tout un ensemble de comportements, il y a effectivement des attitudes qui ressemblent à ce qu'on pourrait considérer comme étant une psychose. Mais on connaît par exemple le syndrome de Gilles de la Tourette où les patients se jettent souvent à genoux par terre pour se relever puis se rejeter à genoux, etc. Elle a fait ça souvent, elle s'abîmait les genoux avec ça. Donc elle serait aussi atteinte de quelque chose de Gilles de la Tourette, et puis de quelque chose de schizophrénie, et puis d'un petit bout d'épilepsie, et puis d'un petit bout. Mais bref, est-il possible d'être atteint de plusieurs symptômes comme ceux que vous décrivez pour... disons... Écoutez, en théorie, pourquoi pas? Sauf qu'à ma connaissance, ce n'est pas pensable. Et ça n'a pas été décrit comme tel nulle part. OK. Donc, personne ne peut être atteint de plusieurs problèmes psychologiques comme ceux-là, psychiatriques, en même temps. Je dis pas que ce n'est pas possible, mais je pense que c'est infiniment peu probable d'avoir tout en même temps.
Et je pense que ce serait publié s'il y avait un syndrome qu'on pourrait caractériser et qui regrouperait tout cet ensemble de choses. Et dans le cas d'Annelise Michel ou d'autres cas disons de psychose, est-ce que un exorcisme peut être utile? En quoi un exorcisme peut être utile? Alors là, il y a beaucoup de psychiatres, particulièrement en Italie, c'est peut-être pas le hasard, là, beaucoup de psychiatres considèrent que ça peut aider ou ça peut nuire. La question, c'est d'être sûr de ce que pense la personne malade. Parce que si la personne strictement de type psychiatrique s'imagine être possédée par un démon parce qu'elle a des croyances, etc., eh bien, on considère dans certains cas que rentrer dans son jeu pour la libérer grâce à quelque chose de spirituel aussi pourrait très bien être utile. OK, très bien. Par contre, ça peut aussi être néfaste parce que ça peut, je dirais, ancrer dans la tête du patient quelque chose qui, en fait, n'avait pas à y être mis. Régis, uniquement dans une sorte de cadre psychologique ou environnemental, est-ce que les croyances de la famille Michel ont ouvertement contribué à cet état dans lequel elle s'est retrouvée? C'est fort probable que ça ait joué un rôle. Maintenant, il y a des gens qui ont été décrits comme atteints de ce genre de problème dans des familles athées. Donc, il n'y a pas une équation non plus, mais on sait que le père, particulièrement, Joseph Michel, avait fait la campagne de Russie. Hein. Il avait fait avec l'armée allemande, et il y a un moment où il a trouvé un soldat russe mort, avec des bottes qui étaient exactement sa taille, et il a considéré que c'était un signe de Dieu de lui avoir fait trouver quelqu'un pour lui prendre ses bottes et lui-même les porter. Donc l'environnement est relativement propice à cela. Ben, Régis, merci beaucoup de l'ensemble de ces informations. Ça nous éclaire un peu plus. Et même si on n'arrivera pas à trancher aujourd'hui sur la possession diabolique et de façon plus précise sur l'état d'Annelise Michel elle-même. Bon, ben merci à vous. Merci. Donc, comme tu le vois, Jeffrey, c'est pas la question est beaucoup plus complexe que de simplement s'interroger est-ce que le diable existe ou non. Donc, on a des gens qui ont des comportements qui laissent croire qu'ils pourraient être possédés par le démon. Ça nous force pas à accepter, comme l'a si bien dit Régis Ollery, l'idée que le diable existe. C'est pas la science, ce n'est pas la médecine de trancher de cette question. Mais effectivement, il y a des gens qui présentent ces comportements et pour l'instant, la question reste ouverte. Est-ce que oui ou non, on est en présence du diable? Parfait. Très intéressant. Je me pose encore plein de questions. Probablement que vous aussi, mesdames, messieurs. Est-ce que vous croyez à la possession diabolique? 514-790-9850. 1-866-790-9850. On revient dans 3 minutes. Vous écoutez Mythes et Complots. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Et comme le spécifiait le docteur Régis Ollery juste avant la pause, Christian, ce qui est intéressant à propos de Annelise Michel, cette histoire d'exorcisme et de possession diabolique en Allemagne dans les années 70, c'est qu'elle avait plusieurs troubles, comme la schizophrénie, le syndrome de Gilles de la Tourette, etc., et qu'il n'est pas possible, ou du moins, il n'y a pas d'appellation pour une telle maladie qui engloberait tous ces troubles au niveau où elle les avait, parce que elle était pas assez schizophrène pour être définie en tant que schizophrène, etc., pour les autres troubles. Donc, actuellement, également, ça dans valait. la littérature, parce que Régis l'a bien précisé, c'est pas à nous de se prononcer sur l'existence du diable, c'est pas à la science de faire ça non plus, mais ce que l'on sait, à tout le moins, c'est que dans un cas comme celui d'Annelise Michel, on a un ensemble de symptômes cliniques et actuellement, il y a à peu près aucune documentation médicale qui rapporte des cas semblables où un sujet pourrait présenter un ensemble de symptômes cliniques de ce type-là et amener cette personne-là à croire qu'elle est possédée par le diable. On va parler avec Marie. Marie, est-ce que vous croyez à la possession diabolique? Oui, bonjour. C'est moi qui est en onde, là? Oui, absolument. OK, c'est bon. Oui, avant, je croyais pas, mais maintenant, on dirait qu'il y a tellement de choses qui se passent. C'est comme, j'ai comme pas le choix de me mettre à l'évidence que oui, non, il n'y a pas tant de... Comment je pourrais dire ça? Je regarde, même avant, j'allais voir des spectacles où
ces choses-là. Puis maintenant, je suis comme moins portée à y aller parce que justement, je vois tellement d'affaires qui sont reliées à ça, je me dis, il faut que je débarque de là. Vous pensez que, par exemple, les événements de l'actualité, certains personnages un peu mesquins dans l'actualité pourraient être liés au diable? C'est ça que vous nous dites un peu, là? Oui, exactement. Okay. Partout. Partout, pas juste partout. Parfait. Je vois un spectacle, mettons, exemple, de Madonna. Avant, j'y allais. Maintenant, j'y vais plus. Je trouve que c'est tellement de symbolique à ça. Puis pourtant, je n'étais pas une croyante, la Bible ou ces affaires-là. J'ai jamais... Là, je la lis maintenant, mais j'ai jamais lu ça. Puis, j'ai pas fait baptiser mes enfants. Mais Marie, quand vous dites vous n'allez plus au spectacle de Madonna, c'est parce que vous avez peur qu'il y ait des événements terroristes, quelque chose comme ça? Non, pas tant. C'est vraiment ce qu'elle projette, ce qu'elle envoie. Ce que Madonna projette. OK. Parfait. Merci beaucoup d'avoir appelé, Marie. Et rapidement, on va parler avec Larry maintenant, qui lui... Larry, lui, vous ne croyez pas au diable. Alors, bonjour, j'ai le même souci que Mademoiselle avant, là. Est-ce que je m'entends? Oui, absolument. Ah, parfait. Alors, en fait, moi, je crois pas du tout. En fait, je pense que, le plan de Justin Trudeau, la volonté de vouloir légiférer sur les paradis fiscaux et la possession démoniaque, je pense que c'est la même chose. La réponse, c'est non. Parfait, monsieur. Merci monsieur Larry. Un peu d'humour en terminant cette émission. Mais en fait, comme on le voit, c'est parce que ici, il y a une espèce de bras de fer entre science et religion. Puis c'est sûr que dans cette zone grise, l'un et l'autre essaient de protéger son acquis. Donc la science dit, ce n'est pas à nous de se prononcer sur le diable. On n'a pas de preuves matérielles ou irréfutables que le diable existe. Et bien sûr, c'est pas aussi le rôle de la science de se prononcer sur une question de foi. De l'autre côté, il y a l'Église, bien sûr, qui elle maintient que le diable, il existe. Et ce qui est assez étonnant, c'est que cette histoire du diable, on l'a mentionné en début de présentation, on avait l'impression, ou on a toujours eu un peu l'impression que la possession diabolique était un vieux reliquat du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Or, tu seras étonné, Jeffrey, d'apprendre que ce phénomène de la possession, il est en augmentation année après année. Par exemple, il y a 10 ans, il y avait à peu près, on a des chiffres pour la France, je ne sais pas pour le Canada ou les États-Unis, mais il y a une dizaine d'années, par exemple, il y avait une quinzaine de cas où on autorisait l'exorcisme en France. Donc, il faut savoir qu'on a un protocole, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un se sent possédé par le diable, il y aura une enquête qui sera demandée par les autorités ecclésiastiques et éventuellement, c'est l'évêque qui va donner son autorisation pour faire ou non l'exorcisme. Il y a une dizaine d'années, il y avait à peu près 15 exorcismes qui étaient autorisés en France par les évêques de différentes régions de la France. Et là, alors aujourd'hui, on parle d'une 50aine d'exorcismes qui sont autorisés en France chaque année. Donc on voit une augmentation là ici énorme et ces phénomènes-là sont en constante croissance. Ce phénomène de la possession, là, on donne des chiffres en France. Je sais par exemple qu'en Pologne, c'est devenu même un sujet préoccupant, ces soi-disant cas de possession diabolique. Évidemment, on l'a toujours dans une sorte de vision religieuse. C'est l'interprétation que le diable existe, mais bien sûr, sur le plan scientifique, on n'en est pas là. On a un ensemble de personnes qui ont présenté à travers l'histoire des symptômes qui laissaient croire qu'ils étaient possédés par le diable, comme dans le cas d'Annelise Michel, mais la science n'a pas encore définitivement tranché dans cette question. Question en terminant, les possessions diaboliques documentées sont-elles toutes liées à des sujets croyants, comme celui de Annelise Michel, où on avait affaire à des croyants extrémistes? Voilà. Dans le cas d'Annelise Michel, là, on a un discours vraiment sur le diable. Mais on a rencontré dans d'autres, par exemple, le docteur Ollery l'a mentionné, chez des athées, on a vu des gens présenter des symptômes semblables à ceux d'Annelise Michel, mais eux, bien sûr, ne feront pas référence au diable. Ils n'interprétaient pas de la même manière. Ils interpréteront pas de la même façon. Pour Annelise Michel, les présences qui l'habitent sont bien sûr des présences, elle disait être possédée par 6 démons, dont notamment Lucifer. Donc, elle fait appel à une sorte de vision, une interprétation religieuse qui est le propre de sa culture pour justifier ce phénomène de la possession, mais des cas comme ceux-là, même si on ne pointe pas du doigt le diable, des cas semblables ont été observés chez des athées, par exemple.
Parfait. Et tu seras en conférence, Christian, le 18 novembre, d'abord à Gatineau et le 25 novembre à Québec. À Québec, j'y présenterai aux deux endroits, j'y présenterai ma conférence Les théories du complot, ce qui cadre assez bien avec la publication ces derniers jours encore de dizaines, des centaines, voire des milliers de documents sur l'assassinat du président John F. Kennedy. Et les gens pourront trouver toutes les informations par rapport à ces conférences sur mon site web, le www.christianpage.ca. Reste quelques secondes à l'émission. On aura l'occasion dans une autre émission de vous expliquer comment ça se fait qu'Annelise Michel parlait avec ce rugissement. Et ce qui était assez particulier dans le cas d'Annelise Michel, dans certaines occasions, on entendait deux voix. Donc, on avait cette voix d'Annelise Michel, de sa voix féminine, et cette voix gutturale qui parlait en arrière-plan. Et ça, on y reviendra assurément. Absolument, parce qu'il y a peut-être une cause clinique à ça. Merci d'avoir écouté Mythes et Complots. On se reprend la semaine prochaine. Salut, Christian. Salut, Jeff.